Utopia. Yasmine Boudaka. Bonjour et bienvenue sur la première. Utopia qui s'intéresse aujourd'hui à un nouveau mode de gestion des entreprises baptisé l'holacratie. C'est un nouveau concept qui fait fureur au sein de certaines startups. Les employés sont traités sur le même pied d'égalité. Tout le monde participe à l'évaluation du travail de chacun et la création de valeur. C'est un phénomène qui s'étend de plus en plus et qui se répand chez nous en Europe aussi. Pas d'hierarchie, pas de manager, mais bien un modèle qui instaure l'autogestion. L'holacratie a été adoptée par plusieurs organisations aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande. Alors quel est le bénéfice de ce nouveau mode d'organisation? Est-il envisageable chez nous? Dans quel secteur? Pour quelle taille d'entreprise? On va découvrir tout cela avec notre invité cet après-midi. Il est 15h13, Utopia cet après-midi consacré à l'holacratie et je vous propose d'accueillir Bernard-Marie Chiquet. Bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes l'importateur de l'holacratie en Europe, donc on va expliquer ce que c'est dans quelques instants, un nouveau mode de gestion des entreprises. C'est une utopie, ça, on pourrait en tout cas l'imaginer comme ça. C'est quoi l'utopie pour vous, Bernard-Marie Chiquet? Waouh, l'utopie pour moi c'est la période de gestation entre le moment où il y a une idée qui commence à être véhiculée et le fait que cette idée s'incarne dans la matière. Et en général, il y a un laps de temps défini ou pas? Non, c'est très variable. C'est très variable. C'est ça qui est amusant. On va revenir avec vous dans quelques instants donc, et évoquer ce concept d'holacratie. Utopia sur la première. Une réorganisation, c'est l'enfer dans une organisation. C'est l'enfer parce qu'il faut la préparer. D'abord, il faut l'imaginer mentalement. Comment est-ce que c'est possible qu'un être humain, je crois qu'on est à la limite de croire que les êtres humains, aussi membrés fussent-ils au niveau du cerveau, puissent être capables de designer l'organisation de demain. Mais une fois que vous avez designé, conçu une organisation cible, il y a la deuxième partie. Les personnes qui étaient là en poste A, B, C, ça change. Comme c'est des personnes qui sont importantes, il va falloir que j'aille les voir. Ça prend du temps, histoire qu'ils me soutiennent. Il faut que ces personnes-là soient déjà dans la confidence, qu'elles soutiennent le projet. Voilà un petit son extrait d'une interview réalisée pour WeDoBiz, média en ligne des entrepreneurs. Il s'agit de notre invité Bernard-Marie Chiquet, importateur donc de l'holacratie en Europe, fondateur de la société IG Partner. Alors on va revenir quelques années en arrière, en 2007, avec une idée ambitieuse qui tranche les modèles établis, une idée qui germe dans l'imaginaire de 3 dirigeants d'un éditeur de logiciels américain, des dirigeants qui sont à la recherche d'un nouveau mode d'organisation. Et le fruit de leur réflexion aboutit donc à l'holacratie qu'on va évoquer aujourd'hui. Bernard-Marie Chiquet, donc vous êtes avec nous en duplex de Paris. Vous importez, on l'a dit, le concept d'holacratie en France et en Europe. Et vous accompagnez aussi les entreprises à faire le switch, comme on dit, donc à amorcer le changement vers un nouveau mode de gestion. Alors l'holacratie, ça consiste en quoi exactement ? L'holacratie, pour le dire simplement, puis on aura le temps d'explorer, mais pour le dire simplement, l'holacratie, c'est juste une nouvelle technologie sociale pour les organisations, pour la façon de s'organiser. Si tous les deux on crée une organisation demain matin, on se poserait a priori pas la question, on partirait sur un modèle pyramidal, managérial classique. C'est ça qu'on appelle une technologie sociale. L'holacratie est une alternative à cette technologie sociale où on quitte le modèle pyramidal hiérarchique pour passer à un modèle constitutionnel. C'est comme dans un régime où un roi déciderait de changer de régime pour passer à un modèle de gestion du pouvoir qui soit constitutionnel, c'est-à-dire basé sur une constitution. C'est ça l'holacratie. Alors concrètement, ça se manifeste comment? Il n'y a plus un chef tout en haut de la pyramide, donc tout en haut d'une entreprise, mais il y a bien plusieurs chefs. Finalement, tout le monde est petit chef? J'aime pas le mot petit chef, parce qu'il a un côté péjoratif. Oui, tout le monde est chef, absolument. En fait, il y a plus de pyramide, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas que la pyramide est aplatie, c'est juste que on se structure plus de la même manière. On se structure plus autour des personnes, on se structure autour du travail. Donc le paradoxe, c'est qu'il y a plus de structure, mais c'est pas du tout la même structure. C'est une structure qui est, si vous voulez, orientée sur le travail qui est à faire pour que l'organisation puisse manifester davantage la raison d'être, sa raison d'être, la raison pour laquelle elle existe, que son potentiel créateur le plus puissant. Et donc on part de cette raison d'être, de ce potentiel créateur le plus puissant de cette organisation compte tenu de toutes ses ressources, et on le décline, on le décrit en termes de fonction et de rôle. Et donc, si vous voulez, on design la structure de l'organisation qui est requise pour qu'elle s'y manifeste sa raison d'être. Et ensuite, dans un deuxième temps,
on va effectivement affecter des personnes dans ces rôles. Et il n'y a plus de chef parce que quand je suis dans mon rôle, quand vous êtes dans votre rôle, c'est vous qui êtes leader dans votre rôle et moi je suis suiveur et réciproquement. Voilà, il y a une espèce de réciprocité qui intervient. Alors on l'a dit, c'est né de l'imaginaire de trois Américains, cette idée d'holacratie, mais le but c'était quoi? C'était de trouver un autre système beaucoup plus épanouissant finalement que celui qui existait? Oui, absolument. C'est Brian et Tom et d'autres. Donc, ils étaient trois, en fait, à l'origine. C'était il y a maintenant 12 ans derrière nous. Trois personnes qui n'étaient pas satisfaites, si vous voulez, de la façon dont on travaille dans les organisations. Ils avaient essayé d'être patrons, d'être salariés, ça marchait pas trop. Donc, ils se sont dit, on doit pouvoir trouver une autre façon. Ils disent a better way, parce que c'est les Américains, une autre façon de s'organiser. C'est pas possible qu'on en reste là. L'humanité il est temps d'avoir autre chose. Et la façon qu'ils ont choisie, c'est non pas de s'asseoir à une table, de réfléchir et de poser un modèle de façon mentale. Au contraire, ils ont décidé de créer une vraie organisation dans le domaine informatique. Ils venaient de l'informatique avec les méthodes agiles qui ont beaucoup influencé l'holacratie. Et ils se sont dit, on va en faire un laboratoire, mais un vrai laboratoire confronté avec la réalité d'avoir des clients, d'avoir des salariés, avec des bulletins de paye, etc., etc. Et là intervient leur approche agile et aussi le pragmatisme américain. Ce sont des gens extrêmement curieux, ce qui fait qu'au fur et à mesure, ils regardaient à l'extérieur ce qui existait, ils essayaient dans leur organisation. Quand ça marchait, ils gardaient, quand ça marchait pas, ils jetaient. Et ils ont fait ça pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, ce qui s'est passé, c'est que, alors on est aux États-Unis, je vous remets dans le contexte, et donc ils ont reçu comme souvent aux États-Unis pour les sociétés qui marchent bien, des awards, des récompenses. Et ils en ont eu plusieurs d'un coup. Ça les a surpris. Ils se sont dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous envoie autant de signes de reconnaissance? Et là, ils se sont retournés sur ce qu'ils avaient fait sans s'en rendre compte pendant 7 années. Ils se sont dit waouh, apparemment on a fait quelque chose. Et ce quelque chose-là, ils l'ont baptisé avec un mot qui est inventé, ils l'ont baptisé holacratie, qui est la contraction de holarchie et de cratie. Et ça, c'était il y a 5 ans. À l'issue de cette nomination, ils ont créé un nouveau véhicule qui s'appelle Holacracy One à Philadelphie aux États-Unis, dont l'objectif est de continuer à développer la méthode holacratie et à la diffuser sur la planète Terre. Et c'est à peu près à l'époque à laquelle je les ai rencontrés. Comment se fait-il je reprends ma question parce que j'étais distraite justement sur le fait, Bernard-Marie Chiquet, qu'ils ont testé des choses et qu'ils se sont accaparés entre guillemets de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que dans les systèmes actuels, justement, ils ont gardé des choses qui fonctionnent? Ou ce système-ci, ce mode de gestion des entreprises actuelles est bon à jeter de A à Z? Il n'y a rien de bon à acheter à Z. Il y a en fait un processus évolutif qui s'est passé, qui n'a pas été designé par le mental. C'est juste ça, la façon dont ça s'est passé et qui continue. Holacracy One continue. Et je ne suis pas sûr de répondre à votre question, corrigez-moi. Mais Holacracy One continue à chaque fois qu'on rencontre, que ce soit à travers eux ou à travers nous, chez AGI Partners, lorsqu'on rencontre des limites chez les clients, lorsqu'on met en place l'holacratie. Ces limites s'appelaient des tensions. Et avec ces tensions, on va améliorer ou redéfinir ou améliorer la constitution même de l'holacratie, les règles du jeu, si vous voulez. Donc c'est un produit complètement évolutif. Voilà, c'est évolutif, mais est-ce qu'il y a malgré tout des similitudes avec les systèmes actuels? Ou pas du tout? Ça dépend ce que vous mettez derrière les systèmes actuels. Je ne connais pas tous les systèmes actuels. Dans celle qui est majoritaire, cette structure pyramidale dont vous parliez? C'est un vrai gros changement. Donc, le point de départ, si vous voulez, c'est qu'un CEO ou un PDG décide de partir en holacratie. Ça veut dire qu'il va céder son pouvoir, son autorité pour définir les autorités. Il va le céder, il va le déléguer à une constitution, un document de 30 pages qui va régir la façon dont le pouvoir va être distribué. Donc c'est un système d'autorité distribuée et lui-même cède son pouvoir à un processus qui va s'occuper de distribuer l'autorité au sein de son entreprise. Mais ça veut dire qu'elle est structurée comment, cette entreprise et ces travailleurs? Je disais qu'il y avait des cercles qui devaient s'instaurer et qu'un travailleur justement avait plusieurs casquettes à la fois dans une même entreprise. Absolument. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, effectivement, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. On pourrait dire que l'holacratie, c'est 2 choses. C'est à la fois plus de structure, on a commencé à en parler tout à l'heure, donc on va faire avec des fonctions, mais en fait, c'est des cercles, et vous êtes plus avancé là, et des rôles. Et bien sûr, ensuite, ces rôles vont être affectés à des personnes.
Ce qui fait que, par exemple, en ce qui me concerne, je dois avoir 25-30 rôles dans l'organisation, partout dans l'organisation. N'importe quelle personne va pouvoir être affectée ou choisir des rôles dans l'organisation. 35 c'est peut-être un peu beaucoup, mais en général, chez nos clients, une demi-douzaine, une dizaine, c'est juste assez banal. Et ils vont choisir leur rôle en fonction de leur aspiration, bien sûr, et de leurs compétences. Et peut-être qu'ils vont avoir des rôles partout dans l'organisation, au lieu d'être cantonnés, comme dans le système actuel, cantonnés au morceau de la pyramide dans laquelle ils se trouvent. Ça, c'est la première partie. L'autre partie ? Il y avait la structure. L'autre partie, merci de m'aider. Merci. Donc la structure, qui peut apparaître très rigide, si vous voulez. On parle de structure, donc ça pourrait faire peur. Et en même temps, et c'est un des paradoxes que j'adore en holacratie, c'est en même temps, c'est beaucoup plus de vie, beaucoup plus de chaos. Donc on peut dire que l'holacratie, c'est la somme de deux. C'est à la fois plus de structure et plus de chaos. Et comment ça marche le chaos ? Ça marche à partir d'un concept de base qui s'appelle la tension. Yasmine, vous êtes dans vos rôles, vous faites votre travail et vous observez un écart entre ce que vous êtes en train de vivre et la façon dont ça pourrait être. Franchement, ça pourrait être un peu mieux, ça pourrait être mieux. Ça peut être une tension, ça peut être une frustration parce que vous avez un problème avec un client, un auditeur, je ne sais pas quoi, ou bien ça peut être une opportunité parce qu'il y a un nouveau sujet ou une nouvelle opportunité business. Une tension, ne l'entendez pas qu'un côté péjoratif, négatif, pas du tout. Une tension, pour moi, c'est neutre. À chaque fois, donc, dans nos rôles, dans notre travail quotidien, sans arrêt, on ressent des tensions. Cet espace, cette énergie finalement entre ce qui est et ce qui pourrait être, ça crée une énergie, c'est comme un élastique si vous voulez, il y a un potentiel, là. Il y a un potentiel qui demande qu'à émerger à condition que je puisse le réaliser. Voyez l'holacratie comme un superbe moteur à énergie libre, parce que des tensions il y en aura toujours, c'est l'essence de la vie. Un moteur à énergie libre qui va permettre à chaque individu, où qu'il soit dans l'organisation, de pouvoir processer, c'est-à-dire traiter sa tension en évolution d'organisation qui fasse sens, et ceci de manière rapide et fiable. Je peux répéter parce que c'est pour moi un des enjeux énormes de l'holacratie. N'importe quelle personne dans une organisation qui utiliserait l'holacratie, où qu'elle soit, imaginez dans une ancienne pyramide, quelqu'un dans l'atelier, où qu'elle soit dans l'organisation, à partir du moment où elle ressent un écart dans son travail entre ce qu'elle vit et ce qui pourrait être un potentiel d'évolution, a la possibilité de traiter de façon fiable et rapide, sans aller voir qui que ce soit, puisqu'il n'y a plus de boss, cette tension qu'elle ressent en évolution de l'organisation, sous réserve que cette évolution soit alignée, bien sûr, avec la raison d'être de l'organisation. Est-ce que ça, c'est pas un peu utopique, Bernard Marichiquet ? Dans l'idéal, on est d'accord, ce serait super, mais dans la réalité, est-ce que ça peut fonctionner, connaissant la nature humaine, les frustrations, elles sont multiples, les tensions aussi. Est-ce que ça fonctionne ? Il y a déjà des exemples qui fonctionnent, d'entreprises qui fonctionnent sur le principe de l'holacratie ? Oui, il y a à peu près une centaine d'entreprises au monde, et puis je vais le décliner si vous voulez, mais pour répondre à la première partie de votre question, oui, moi c'est ce que je teste en fait. Mon job, c'est de tester ça. Ce que je fais tous les jours depuis 4 ans, et je fais ça à temps plein, je fais pas ça à mi-temps, je fais ça à temps plein, et je suis un passionné, donc c'est beaucoup d'heures, vous pouvez imaginer. Finalement, ce que je recherche, c'est tester aux limites cette technologie pour voir si effectivement il n'y a pas un cas que je pourrais trouver dans lequel ça serait impossible de traiter une tension que je ressens. Et pour l'instant, au bout de 4 ans, je n'ai pas trouvé, que ce soit chez AGI Partners, où on s'applique à nous-mêmes évidemment de l'holacratie, ou que ce soit chez les clients qu'on accompagne. Donc pour les clients, si vous allez aux États-Unis, il y en a un qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, qui est Zappos, parce que c'est une société qui est très en avance, 1500 personnes, qui fait un déploiement total en holacratie. D'autres entreprises qui existent déjà, comme peut-être vous connaissez, en tout cas c'est assez connu dans le monde managérial, qui est la société David Allen, celui qui a inventé la méthode GTD, Getting Things Done, GTD. D'autres entreprises de taille moyenne comme AMC Square, comme Obvious, comme Medium, fondées par les anciens de Twitter. Voilà, pour donner un échantillon. Il y a même un service d'un département du ministère de la Défense américaine qui utilise l'holacratie. Et puis, si on se déplace sur la carte de la planète Terre et qu'on vient en Europe, pas mal de choses en France. Alors, ça a commencé avec un Castorama, il y a 2 ans, un service, toute la direction commerciale de Castorama qui a essayé ça, qui est repris maintenant par Kingfisher, qui est la maison mère de Castorama. On a aussi en ce moment des expériences avec Starwood, qui est un groupe dans l'hôtellerie, une filiale du groupe Safran, donc qui n'est pas tout petit non plus, qui démarre là-dessus. Je vous interromps, Bernard-Marie. Ça signifie que l'holacratie, ça s'applique à toutes les tailles de société, parce que là, vous avez évoqué quand même des choses diverses. Ça veut dire que on peut appliquer le principe sur une toute petite société, start-up, etc., jusqu'à une grosse entreprise, avec plusieurs milliers de personnes.
Ouais, c'est la question. Vous posez une question que je me pose, que d'autres se posent. On n'a pas de réponse à ça. D'abord, il faut comprendre c'est jeune, hein, c'est à 4 ans sur la planète Terre. Et en même temps, il y a déjà 100 références, donc c'est pas rien. Et si on regarde ces 100 clients qui utilisent de l'Holacracy, on peut pas, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas un profil type. On pourrait pas dire c'est forcément dans l'économie du monde marchand, commercial, parce qu'il y a aussi des associations. Il y a le monde du non-profit, de la SBL en Belgique, ou du 1901 en France, ou du non-profit aux États-Unis. Il y a des petites organisations, plus petits clients que je connaisse qui utilise de l'Holacracy qu'on a accompagné, il fait 2 personnes, c'est vraiment tout petit. Le plus gros, il fait 172 000 personnes. Donc, il n'y a rien qui se dessine. Donc, c'est comme si, et bon, c'est ce que je ressens, c'est pas basé sur des faits, mais c'est ce que je ressens à travers mes visites quotidiennes dans les organisations. C'est comme si aujourd'hui, beaucoup d'organisations, en tout cas toutes celles que je rencontre, vivent pas mal de souffrance dans leur façon dont elles fonctionnent, en manque d'efficience, en manque d'agilité, en manque d'espace pour que les personnes puissent développer réellement leur potentiel. Et donc beaucoup sont mûrs pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Alors peu nombreuses sont encore celles qui font le pas. On est au niveau des pionniers, donc c'est pour ça que c'est très bien qu'on passe à Utopia. On est vraiment encore dans cette phase d'utopie, de gestation. On va voir ce qui va se passer. Allez, on va le voir aussi avec nos auditeurs dans quelques instants. Le temps de rappeler le numéro de téléphone via lequel ils peuvent laisser un message. 02 737 40 98. C'est Christophe qui prend vos messages cet après-midi. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à utopia@rtbf.be. Yasmine Boudaka, Utopia. Quelles sont les difficultés endémiques que vous rencontrez dans les organisations? C'est toujours les mêmes réponses. Quand je pose la question, premier truc qui vient, n'importe où, quel que soit le secteur, c'est problème de communication, direct, difficulté à prendre des décisions, jeu d'influence, jeu d'ego, paralysie, bureaucratie. Depuis 30 ans, c'est la même réponse. Et quels que soient les secteurs d'activité, même si je viens du secteur marchand, je suis allé beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, les ONG, les collectivités, c'est les mêmes réponses, parfois même amplifiées. Qui eût pu croire ça? Voilà, et peut-être que la solution, c'est l'Holacracy. En tous les cas, on en parle avec Bernard-Marie Chiquet qui qui répand l'Holacracy en Europe. Est-ce que ça implique aussi, ça implique l'abandon du pouvoir de certaines personnes au profit de la collectivité, si je vous suis bien, l'Holacracy, Bernard-Marie? Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau aussi qui n'est pas de l'ordre de l'utopie, mais bien de la réalité? Oui. Effectivement, c'est une question d'abandon. Vous avez mis le doigt dessus. Pour le manager, pour le patron, c'est s'abandonner. S'abandonner à une forme de pouvoir sur les personnes. Et le paradoxe, c'est qu'en abandonnant mon pouvoir que j'ai sur les personnes, ce qui est le propre des organisations pyramidales managériales hiérarchiques, je vais avoir plus de pouvoir sur le travail. Ce qui est un des paradoxes. Donc c'est plus la même forme de pouvoir, c'est plus du pouvoir sur les personnes, c'est du pouvoir au service de l'organisation. Quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est en fait la raison d'être de l'organisation. Mais alors ça signifie que ça va être plus facile d'intégrer le principe de l'Holacracy dans de nouvelles structures qui naissent, ou alors de proposer un changement dans les structures existantes? Oui, de ce qu'on a pu observer, c'est effectivement plus facile de démarrer avec une organisation qui se crée, puisqu'il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas d'antériorité, qu'avec une organisation qui existe déjà. Pour une organisation qui existe déjà, le virage, à partir du moment où celui qui a le pouvoir de décider, de changer les règles du jeu, de dire, on jouait à je sais pas quoi avant, à partir de demain matin, on joue au football, étant entendu que le football, ce sont les règles du jeu de l'Holacracy. Ça prend en général, pour faire le shift, ça prend en général entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois pour que le bon geste soit pris. Alors après, c'est une pratique, donc ça prend ça se continue, ça prend plusieurs années. Mais le shift, il faut compter entre 4 et 6 mois. Vous avez déjà eu l'occasion, vous, d'installer en France ou en Belgique, justement, cette transition au sein d'entreprise? Quelle est la réaction, justement, des employés? Oui, alors là, oui, j'ai déjà eu l'occasion. On a déjà accompagner une douzaine d'entreprises. Réaction des employés. Alors il y a en fait, si vous me posiez des réactions. Il y a beaucoup de surprises au départ. C'est vraiment un processus, en particulier le processus d'une réunion. Il y a 2 réunions, on va dire la réunion de gouvernance et la réunion opérationnelle qu'on appelle réunion de triage. La réunion de triage, c'est facile. La réunion de gouvernance, waouh, il y a un gros moment de surprise.
Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une tension ? On n'est pas habitué dans les organisations conventionnelles. C'est pas qu'on n'en a pas, mais on est habitué à les mettre sous le tapis tellement on ne sait pas les traiter. Est-ce que vous avez déjà, lorsque vous avez des tensions, est allé voir votre boss ? S'il la sent pas, s'il la comprend pas, vous n'avez aucune chance de la processer. Même s'il la sent et s'il en a d'autres en priorité, c'est pas traité. Donc, il y a un processus, si vous voulez, de comprendre, d'oser ressentir ce que sont les tensions. Et souvent, dans la première étape, nous, ça va être de leur montrer, dis non, on ressent pas de tension, une forme d'anesthésie. On soulève le tapis gentiment pour eux et regardez tout ce que vous avez mis pendant les derniers mois. Donc c'est la phase de désintoxication, si vous voulez, d'organisation, comme dans une désintoxication d'un corps où on enlève les toxines. Là, c'est pareil. Donc des tensions qui existent depuis plusieurs mois, plusieurs semaines vont pouvoir être processées. Et voilà comment ça se passe. Comment ça réagit ? Oui. Il y a deux types de réactions. Vous avez finalement les deux difficultés. Vous pouvez avoir des managers qui ont du mal à y passer, ce qui est une minorité. Généralement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les managers ils sont plutôt contents de se libérer d'un fardeau pour pouvoir avoir plus de temps pour travailler et développer un domaine d'expertise. Maintenant, il existe des managers qui ont tellement développé, si vous voulez, sont tellement identifiés à leur statut social que leur procure le fait d'être manager, qu'ils ont trouvé la façon d'apporter de la valeur ajoutée dans ce rôle-là depuis des années, qu'ils ont du mal à faire le shift. Donc ça peut arriver. C'est une minorité. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver. L'autre chose qui arrive aussi, ce sont des employés qui ont pris, pendant des années, qui ont pris l'habitude, si vous voulez, à chaque fois qu'ils avaient un problème, de le remonter à leur chef, à leur boss, à leur manager. Et là, c'est plus possible parce que la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent traiter tous leurs problèmes parce qu'il y a les processus pour ça. La mauvaise, c'est qu'il n'y a qu'eux qui peuvent les traiter. Ils peuvent plus compter sur leur ancien boss puisqu'il n'y a plus de boss pour traiter leurs problèmes. Vous avez un exemple concret peut-être pour que ce soit plus parlant aux auditeurs, Bernard-Marie Chiquet, de cas justement où dans un système holacratique, l'employé peut gérer lui-même ses problèmes? Oui, je vais vous donner un cas là, qui me vient tout de suite. Dans un groupe qu'on a accompagné à nos premiers clients, ils ont des magasins. Dans les magasins, évidemment, il y a des vendeurs et puis ceux qui, dans les rayons, qui accompagnent les clients, si vous voulez, ils ont un uniforme. Et cette organisation, elle change vraiment très fréquemment son marketing. Donc, à chaque fois qu'ils changent le marketing, la signalétique, les logos, etc., évidemment, se pose la question de l'uniforme. Et pendant des années, le processus était le suivant. Ils faisaient appel à un designer extérieur parce qu'ils n'avaient pas les compétences en interne. Et ça mobilisait beaucoup. Il y a beaucoup de réunions en interne avec beaucoup de gens, y compris la direction générale, pour choisir quel est l'uniforme ad hoc. Et ils faisaient ça tous les 6 mois. Donc ça coûtait une énergie colossale. À tel point que dans cette organisation dans laquelle on a mis en place l'holacratie, il y a eu une tension. Un jour est arrivée une tension qui est on passe beaucoup trop de temps là-dedans. En plus, il n'y a pas de processus clair et les résultats sont tout à fait discutables. Et donc, on a pris cette tension dans un processus donc, qui permet d'ajuster les rôles. Vous vous rappelez la structure, le premier élément de tout à l'heure. Donc, d'ajuster les rôles. Donc, on a pris cette tension. Ce qui a amené à travers cette tension a été processée, c'est-à-dire qu'elle a suivi un processus. Et à l'issue de ce processus, elle a été transformée. On a décidé de créer un rôle. Et on a créé un rôle, alors je ne me rappelle plus exactement du nom, mais le rôle ça s'appelait quelque chose comme uniforme. Donc on a créé un rôle uniforme dont le job, si vous voulez, était de faire évoluer les uniformes de façon alignée avec les évolutions du marketing, la signalétique, etc. Ça, c'est ce qu'on a fait en gouvernance. Et ça, par ce processus-là, ça s'est fait en 10 minutes. Mais derrière, au niveau opérationnel, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un qui était affecté à ce rôle. Elle dit voilà, c'est toi qui as ce rôle-là. Donc ça lui a confié de manière explicite l'autorité de faire évoluer les uniformes. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus eu de réunion en interne sur le sujet. On n'a jamais entendu parler des problèmes des uniformes. La direction générale n'a plus du tout été impliquée, et ce qui est du bon sens, parce qu'on n'est pas directeur général, parce qu'on est compétent dans tous les sujets d'entreprise, et encore moins sur le sujet des uniformes. Il y a toujours un directeur général dans une structure holacratique ? Il y avait. Okay. Alors, il n'y a plus de titre a priori, en tout cas pour l'interne. Maintenant, si je prends l'exemple de David Allen Co., sa société, David Allen est quelqu'un qui est réputé mondialement. Et donc, les gens à l'extérieur ne comprenaient pas qu'il n'ait plus le titre de CEO. L'équivalent de PDG aux États-Unis. Et donc, on a créé un rôle qui s'appelle CEO, dont la raison d'être n'a rien à voir, ou l'essence n'a rien à voir avec ce qu'on appelait CEO autrefois, c'est juste porte-parole de l'organisation à l'extérieur. Et les journalistes et les médias étaient contents parce qu'ils avaient en face un CEO, mais qui n'avait rien à voir avec le CEO d'avant. Et sinon, il n'y a plus besoin d'avoir de titre. On a une question de Aude, Bernard-Marie. Qu'en est-il du travail en équipe, nous demande-t-elle. Vous parlez beaucoup de l'individu et de ses libertés, mais on ne peut pas travailler dans son coin. Y a-t-il des solutions prévues ?
Le paradoxe, si vous voulez, c'est que autant la question du travail en équipe est une question clé dans le modèle conventionnel, autant dès que dès que vous êtes dans une organisation qui utilise l'holacratie, c'est plus une question. Le travail en équipe, il est juste naturel. Il se fait simplement. Il n'y a pas besoin de le décider. Si on prend une organisation dans laquelle vous êtes et vous avez tel rôle, j'ai tel rôle, je suis respectueux de vos autorités, vous êtes respectueux de mes autorités dans les rôles respectifs. Et donc, si j'ai besoin de travailler de choses qui correspondent à votre rôle, naturellement, je vais aller vous voir. Et ça va se faire tout simplement parce qu'il y a la clarté. En fait, il y a la clarté. Je crois que l'essence, c'est parce qu'il y a la clarté. Je sais exactement quelles sont mes autorités, mes limites d'autorité. Je sais exactement quelles sont ces autorités, vos autorités, Yasmine, et vos limites d'autorité. Je sais ce que l'organisation attend de moi dans ce rôle, et je sais ce que je peux attendre de vous dans votre rôle. Je crois, une des observations que j'ai faites, il faudra sûrement faire une étude de cas avec des chiffres. On demandera à la Harvard Business Review peut-être plus tard, quand ça sera plus développé. Pour l'instant, c'est pas mon job. Mais intuitivement, si vous voulez, à chaque fois que dans les organisations on me parlait de besoin de transversalité, de coopération, c'est vrai, il y a ce besoin-là. Mais ce que j'estimais, c'est que 70% des fois où on dit ça, la réalité, c'est que on se serait bien passé de faire ça si les autorités avaient été claires. Autrement dit, il y a effectivement un besoin de coopération, c'est sûr. Mais il est beaucoup moins important que celui qu'on pourrait croire, qu'on pourrait sentir dans les organisations conventionnelles. Et pour moi, il y a 70%, c'est juste que les autorités ne sont pas claires. À partir du moment où les autorités sont claires, les rôles sont clairs, il n'y a plus ce faux besoin de transversalité où je vais créer une réunion avec 12 personnes pour traiter un sujet parce que je ne sais pas qui a l'autorité, donc il faut bien que j'appelle un contrôleur de gestion, un RH, un logistique, un machin, un truc autour de la table pour qu'on trouve une solution parce que les autorités ne sont pas claires. Et en même temps, avec l'holacratie, les autorités étant hyper claires, je vais directement aller voir le rôle. Donc le travail en équipe, il est beaucoup plus facile. Mais pour que tout cela fonctionne, Bernard-Marie Chiquet, je suppose qu'il faut que tous les individus s'engagent à respecter les mêmes valeurs. C'est la clé aussi de la réussite d'un produit tel que celui-là. Il faut qu'ils acceptent de jouer au foot. On n'est plus sur le sujet des valeurs. Le sujet des valeurs est un sujet extrêmement important dans le modèle conventionnel. On est d'accord ? Et quand j'étais patron, j'ai fait ça, j'ai fait intervenir des consultants là-dessus. Ce sujet-là, devient décalé. Il y a eu un changement, donc il devient décalé. Ce qui est requis dans une organisation qui utilise l'holacratie, c'est que tout le monde joue au football. Alors, si quelqu'un ne veut pas jouer au football, comme au foot, il peut sortir du terrain de jeu ou il peut décider de jouer, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, on est clair sur les règles du jeu. Règles du jeu qui s'appliquent à tous, y compris l'ex-directeur général ou l'ex-CEO. Mais vous voyez bien, quand on voit une équipe de foot, on voit quand même qu'il y a des travers, surtout dans le monde du foot, si je peux me permettre, des comédiens, des vas-y que je te brise le pied, etc. Donc voilà, si on parle sur le modèle du foot, non, mais je veux pas du tout, mais j'essaye de comprendre en essayant de me dire, il peut avoir aussi des freins, des dérives, ça existe aussi, je suppose, dans l'univers de l'holacratie. Bien sûr, bien sûr qu'il pourrait. Après, effectivement, vous avez complètement raison. Il y a des êtres humains, donc les êtres humains sont capables de ce qu'ils sont capables. Après, vous pouvez avoir des critères. Par exemple, chez AGI Partners, on a des critères. C'est-à-dire que lorsqu'on recrute quelqu'un, c'est pareil chez nos clients, lorsqu'on recrute chez quelqu'un, mais c'est vrai aussi dans le modèle d'organisation conventionnelle, on va recruter des personnes en fonction de tel ou tel critère. Je ne parle pas des critères liés aux compétences, mais plutôt des critères liés au savoir-être. Mon propos, donc ça existe toujours, mon propos c'est juste de dire que c'est diminuer. Ce que j'observe, et je peux me tromper, mais c'est ce que j'observe pour l'instant, et encore une fois avec beaucoup d'humilité parce qu'on a peu de recul là-dessus, encore une fois il n'y a que 4 ans, c'est vraiment ridicule. Le management c'est il y a un siècle, donc vous voyez un peu les échelles. Ce que j'observe c'est que l'holacratie a l'air d'embrasser des valeurs qui pourraient être des systèmes de valeurs différents. Beaucoup plus la diversité, embrasser plus de diversité. Mais bien sûr, il y a un fond de sauce. Si quelqu'un est systématiquement agressif, que vous ayez une organisation holacratique ou non, le problème demeure. Est-ce qu'en Belgique, Bernard-Marie Chiquet, l'holacratie intéresse et en tout cas se développe au sein des entreprises ou ça reste encore très timide ? Non, je trouve que la Belgique, on a plusieurs, en ce moment, on a plusieurs sociétés, c'est un peu tôt pour les nommer parce qu'on est vraiment au début, qui veulent avancer en holacratie. Non, je trouve que la Belgique est un pays qui est très demandeur, très en avance sur ce sujet-là. Oui. Non, allez-y.
On se fait des politesses, on ne va pas s'en sortir. Non, tout à l'heure, j'ai cité la France, mais j'aurais dû dire France-Belgique. En réalité, d'ailleurs, notre premier client, il était belge. Ah voilà, et sans dévoiler ce qui ne doit pas l'être, c'était une petite entreprise, une grosse entreprise. C'était une petite entreprise. Voilà, qui développe encore aujourd'hui, je suppose, ce principe d'holacratie. On voit un impact en termes de rentabilité de l'entreprise quand on installe un type de gestion tel que celui-là. Pour le voir, il faudrait qu'on le mesure. Oui, et c'est encore trop tôt de nouveau. Oui. Par contre, ce que je peux vous donner, si vous me posez la question des effets, ce que j'observe ou quand j'interroge des clients, il y a un effet sur l'engagement des personnes, l'engagement des employés dans l'organisation. Ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'étude Gallup qui démontre, alors j'ai pas tous les chiffres, mais il y a une étude Gallup qui donne les chiffres de niveau d'engagement des personnes, d'implication, de motivation des personnes dans l'organisation. Et si vous prenez par exemple, alors je prends la France parce que je connais les chiffres, je crois que les Belges sont meilleurs que les Français. En France, sur 100 personnes dans une organisation, en moyenne, il y en a 14 qui sont activement engagés, donc des gens moteurs. Vous en avez 24 qui sont activement désengagés, c'est-à-dire des gens qui rament dans l'autre sens, mais qui le planquent bien, ça c'est bien caché. Et puis au milieu, vous avez des gens qui font semblant de ramer, donc qui éclaboussent un petit peu l'eau. Ça c'est la situation qui est donnée par Gallup. Et ce que j'observe en holacratie, c'est que la partie des 24% des gens qui sont activement désengagés, qui peuvent le faire dans les organisations conventionnelles parce que c'est assez facile pour ceux qui sont talentueux à ça, de faire de l'anti-jeu de façon cachée, de façon non visible. En holacratie, ça devient juste impossible. Et donc, ça met ces personnes, parce que c'est un miroir impitoyable, ça met ces personnes face à un choix. Soit je joue au football, soit je fais autre chose. Je ne suis pas obligé de rester dans cette entreprise, je peux aller dans une autre entreprise. Donc déjà, ça, là, les 24%, ils sont gagnés. Et si je prends un cas qui m'émeut le plus, c'est Doug Levy, qui est le patron, l'ex-patron, puisqu'il n'y a plus de patron, mais l'ex-patron d'une société aux États-Unis que je connais bien, qui est je le cite parce que c'est un des premiers, lui, il y a déjà 4 ans d'holacratie dans les jambes, si je peux me permettre. Ils mesurent régulièrement ce taux et aujourd'hui ils en sont à 40-60. 40% d'activement engagés et de 60 qui sont juste ni activement ni désactivement engagés, qui sont plutôt neutres. Mais il n'y a plus les activement désengagés. Et ce qu'il observe, c'est que ça croît. Donc il est passé au départ de 20%, 40% et ça continue à croître. Bernard Marichiquet, on parle du futur dans cette émission, construire un monde meilleur de manière très très humble. Est-ce que vous pensez que l'holacratie peut améliorer justement rapidement, peut améliorer justement le confort des individus et par cela de la société ? Ma réponse est définitivement oui, sinon je ne le ferai pas. Mais je ne sais pas si ça... Voilà, je le fais humblement, comme vous dites. Je ne crois pas que l'holacratie soit la solution. Et moi, je ne pousse pas à ce que la planète soit toute en holacratie. J'observe que ça attire pas mal d'entreprises. J'observe que des personnes, c'est ça qui m'émeut le plus, et je pourrais vous donner des cas concrets de personnes... J'ai l'exemple, là, j'y vais. J'ai l'exemple d'une personne... Rapidement, oui. Ouais, j'ai l'exemple d'une femme qui avait l'habitude d'être dans un rôle d'exécution. Et du coup d'un seul on l'affecte à plusieurs rôles dans lesquels on lui dit maintenant tu es une entrepreneuse dans tes rôles. Elle ne comprenait même pas quand on lui disait ça. Et à l'époque vous m'auriez posé la question, humblement je vous aurais dit la probabilité qu'elle fasse le shift est très faible. Waouh, ça a pris un peu de temps, mais 1 an et demi plus tard, 18 mois plus tard à peu près, elle s'est révélée, elle s'est transformée, cette personne-là. Il y a peut-être d'autres choses qui se sont passées en dehors du boulot, mais elle s'est transformée et elle est véritablement, elle a pris toute la place dans son rôle parce que ça le permet. Elle a son autorité, elle a occupé l'espace, elle s'est développée. Bernard Marichiquet, je vous arrête là parce qu'on doit vraiment rendre l'antenne. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur ce principe d'holacratie. On met en lien sur notre site internet toutes les références et qui vont permettre à l'auditeur de pousser la recherche et la curiosité un peu plus loin. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous cet après-midi.